Bonjour à tous et bienvenue sur ce live classroom. Nous sommes en direct pour environ 1 heure et je suis accompagné de Loïc Barroso du Volui 3D. Aujourd'hui, nous avons un peu bousculé notre programme. Nous devions parler conception 3D et nous avons donc eu l'opportunité d'avoir le retour d'expérience du fabricant Volui 3D concernant donc la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit par l'actualité, l'ensemble de la communauté de l'impression 3D est mobilisée et très actif pour accompagner le personnel soignant et faire face à un problème de supply chain et de pénurie sur certains matériels. Que ce soit les visières qui effectivement occupent beaucoup de nos imprimeurs et makers, mais également d'autres projets qui viennent en complément et en aide au corps médical et au laboratoire mobilisés pour la lutte dans le Covid-19. Donc pour rappel, Volumi 3D, fabricant français d'imprimantes, basé à Nice. J'imagine que vous avez été, comme toutes les entreprises, obligé de peut-être réduire votre activité, peut-être de rester chez vous pour la plupart. Ouais, il y a eu beaucoup de ça. On m'entend bien ou pas? Tout à fait, Loïc, on t'entend très bien. C'est bon? Ok, bonjour, bonjour à tous. Euh, C'était les premiers jours un peu difficiles parce que du jour au lendemain, on apprend qu'on est confiné, que comme toutes les autres entreprises, on va devoir prendre des mesures assez fortes et lourdes aussi de conséquences, hein, mine de rien, puisque là, actuellement, c'est toute notre production qui est à l'arrêt. Au bureau, on est en effectif très réduit. On est trois à être autorisés à venir et il y a une quatrième personne qui est la personne des expéditions qui vient que le lundi et le mardi. Sinon, tout est à l'arrêt. Voilà, donc il y a les deux cofondateurs qui sont là. Moi, je suis là pour, on va dire, m'occuper des petites bêtes là qui sont derrière et répondre aux besoins sanitaires. Donc, on va dire qu'on a un peu transformé. On a peut-être la chance de se servir de ce qu'on sait faire pour pouvoir aider. Et là, c'est quotidien, c'est tous les jours. Il n'y a pas de week-end. Mais en même temps, ça nous motive parce qu'on se dit qu'on peut se rendre utile et je pense que c'est important quand même. Voilà. Oui, tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont équipées d'imprimantes et ceux qui sont équipés de fermes d'imprimantes comme vous, puisque derrière toi, on voit des imprimantes qui sont habituellement utilisées pour fabriquer des pièces d'autres imprimantes. Donc, c'est ce qu'on appelle une ferme de production. Et aujourd'hui, donc, cette ferme est dédiée à une autre activité. Peut-être que tu nous en diras un peu plus justement par rapport à ça. Euh, du coup, pour retracer un petit peu ces dernières heures, donc vous nous avez tenu informés aussi de vos projets. Vous avez été contacté par de nombreuses entreprises, laboratoires, euh, peut-être CHU près de chez vous, et vous avez dû répondre d'urgence en produisant des pièces en impression 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les principaux projets qui vous ont été demandés? Euh, est-ce qu'on m'entend bien parce que je vois qu'il y a des échos. Alors je ne sais pas si ça vient de moi. A priori. Alors autre chose, là j'ai fait un partage d'écran. Je vois pas le retour, donc je ne sais pas s'il est présent. C'est bon? Oui, tout à fait. Donc là pour vous dire, nous on travaille sur plusieurs projets. On en a vu beaucoup passer depuis maintenant 2 semaines en soi. Euh, j'en viendrai en fait un peu plus vers la fin parce que là où on a été sollicité, c'est sur deux projets en particulier. Un d'il y a déjà 2 semaines, c'est au sujet du dépistage du Covid. On a été contacté par un groupe de laboratoires, le groupe Cerballiance, Cerba Healthcare en France, qui se charge en grande partie, donc si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 3/4 des dépistages en France, quand on compte hôpitaux et les différents laboratoires aussi présents. Et nous contactent, on était déjà en contact avec eux puisqu'ils souhaitaient faire l'acquisition d'une imprimante 3D. Ils nous disent malheureusement on va être en pénurie, on sent les choses arriver, en pénurie de ces cupules. Donc je vais vous les présenter un peu.
Voilà, c'est des sortes d'éprouvettes. Alors, à l'écran et pour vous l'imager en gros volume ce que c'est. Donc, c'est tenu dans ce sens-là sur des kits. Donc, c'est des kits qui vont sur des automates. Et on s'est rendu compte que, plutôt eux se sont rendus compte que ces pièces-là manquaient cruellement. Et manquaient pas que en France, manquaient malheureusement dans le monde, puisque les trois fournisseurs mondiaux sont en pénurie totale. Ils n'arrivent pas à suivre la demande. C'est autant que les masques ou que les que les gants, que tout ce que l'on a besoin de kits chirurgicaux, médicaux. Là, on s'aperçoit que pourquoi aussi le gouvernement nous dit on veut faire plus de dépistage et qu'en même temps derrière, ben, on a des hommes et des femmes qui souhaitent en faire plus. Ils ont les automates. Chaque automate, en tout cas celles sur lesquelles on a peut-être eu la chance de pouvoir travailler, c'est des automates qui peuvent faire entre 120 à 150 dépistages par jour, ce qui est quand même beaucoup, puisque on s'aperçoit qu'il y a pour un laboratoire parfois plusieurs automates. Et donc en France, avec plus de 600 laboratoires, notamment du groupe Serballiance, ça représente beaucoup de dépistages possibles, mais malheureusement non réalisables avec ce manque de ces petites pièces. Donc ces petites pièces, ça va sur une sorte de kit que je vous montre rapidement, ça on y reviendra après. Voilà. Les kits, c'est ceci. On a plein de petits trous auxquels on va pouvoir insérer des cupules. Donc c'est des sortes de petits contenants où il y a les réactifs qui vont être mélangés avec le prélèvement du patient que l'on a fait dans le nez. Et là aujourd'hui, on est capable en France de produire. Alors il y a quelques jours, c'était encore 4500. Et maintenant, on est passé autour des 10 000 dépistages jour. Il y a eu d'autres projets. Donc après, je vais m'étaler plus sur celui-ci parce que c'est vrai que c'est une histoire assez folle, mine de rien. Il y a eu d'autres projets, notamment des masques, la fabrication, la réalisation de masques, voilà, comme par exemple des choses comme ici que l'on voit et qu'on voit d'ailleurs de plus en plus sur Internet. Il y a malheureusement des petits soucis sur la production de ces masques-là. C'est très unitaire, c'est assez long. Il faut être équipé. On voit souvent qu'on se fournit de moyens du bord, typiquement des filtres à café, des cotons, ce qui est absolument pas certifié pour du FFP2 ou du FFP3 comme on le voit assez souvent. Après, il y a d'autres projets comme des visières. Et là, ça devient un peu plus parlant et plus viable comme projet. C'est d'ailleurs l'objet une communauté assez large de makers en France qui s'est très largement penchée dessus. On a notamment Prusa qui a distribué un des premiers une version totalement finie, éprouvée et facile à imprimer, et même en termes de montage et d'utilisation, parce que du coup on va en parler, mais on se rend compte que si on fait un masque, on va l'utiliser soi. On va le faire dans une matière ou une autre. On a des matières qui, on va dire, seront peut-être plus qualitatives que d'autres, comme peut-être le PET. Le PLA, en fonction des marques, on n'a pas forcément un bel état, une belle qualité. Donc c'est assez compliqué de mettre tout ça en œuvre. L'exemple des visières, on le porte sur le front. On va rajouter à ceci, vous donner un exemple, voilà, de visière réalisée ici. On va rajouter à ceci une vitre en plexi pour bien voir à travers. Euh, Aujourd'hui, pouvoir faire ça, bah, c'est plutôt intéressant, plus rapide, moins coûteux aussi, et on peut se l'approprier aussi facilement. On peut même utiliser des porte-revues. On voit beaucoup de personnes faire ça. Et l'avantage, c'est que c'est réutilisable. C'est que vous l'utilisez. Si un jour quelqu'un d'autre veut l'utiliser, on peut le laver, on peut nettoyer l'écran et pouvoir le réutiliser. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à ça. Ça, c'est pour parler un peu des projets dans leur ensemble. Pour revenir sur le projet d'Écule, donc avec le laboratoire Serballiance, il y a eu un énorme brainstorming puisque on ne savait pas trop comment aborder la chose. Si l'impression 3D était capable de pouvoir réaliser ces petites pièces qui vont être mine de rien assujetties à un contact avec du virus, avec un prélèvement d'une personne pour pouvoir vérifier si c'est positif ou négatif. Et en même temps, il y a tout un cahier des charges et une batterie de tests à faire.
Actuellement en France, sur ce projet-là, nous sommes les seuls avoir été sollicités et surtout derrière avoir pu approuver cette technique, puisque injection de plastique nativement. Et là, on a pu, grâce aux mesures qu'ont pu prendre le laboratoire Cerballiance, en même temps des mesures que j'ai l'impression que la vidéo. Ah oui, on a quelques coupures de son. Alors, Ouais, si jamais le problème persiste, au pire, on peut continuer par téléphone, hein. c'est bon là, on m'entend bien, Florian? On t'entend, mais c'est qu'il y a quelques petites coupures, ouais. On te laisse continuer et si jamais effectivement le problème persiste, je t'inviterai S'il y a à trop de téléphoner. coupures, je passerai sur le téléphone, hein, sinon. Tout à fait. Ok. Donc pour le projet en fait des cupules, la demande là-dessus, il y a eu, c'est difficile un peu d'en parler puisque tout s'est mélangé. Vraiment, là on m'a même demandé d'écrire un peu, de faire une sorte de journal de bord pour pouvoir bien suivre et pas oublier une miette de ce qu'on était en train de faire, parce que concrètement, et on s'en est pas aperçu au début, mais on était en train d'aider des personnes, potentiellement de sauver des vies, euh, grâce à notre savoir-faire, mais pas que le nôtre. Il y a la technicité des laboratoires Cerballiance, il y a eu également dans la partie la ferme 3D, qui est un partenaire majeur avec qui on travaille sur notamment l'élaboration de nouvelles matières auprès des fabricants, des chimistes. Et ils font de l'optimisation de process. Ils ont pu nous aider sur un des critères fondamentaux qui était demandé par le groupe sur ces fameuses cupules, c'était l'étanchéité. Donc, c'est de pouvoir développer un profil adapté avec une matière spécifique qui, elle, va pouvoir répondre à des besoins sanitaires, mais également qui soit bien étanche, puisque ce qu'on va déposer à l'intérieur de ces petites pièces, c'est à peine 20 microlitres. C'est rien du tout, c'est une petite aiguille qui va tout au fond, et il faut que ce soit extrêmement précis. On avait fait des premiers essais sur nos imprimantes de génération MK2, donc notre deuxième génération de machines, et on s'est aperçu que le résultat était bien, mais n'était pas parfait. Il y avait encore des petites choses qui étaient voilà des petits bouts qui n'allaient pas, et surtout quand on produisait en série, donc déjà pour faire des prototypes, que ce soit quelques dizaines, on s'apercevait que le résultat n'était pas forcément à la hauteur des attentes du groupe et même de ce que nous, on aurait pu produire. Donc, on est passé directement sur les dernières générations de machines qui, elles, sont plus précises, ont cette possibilité d'aller plus vite, donc de gagner en productivité. Et en même temps, en faisant ces tests, en améliorant aussi le produit, en faisant également les premiers essais physiques sur les kits, parce qu'il faut que ça se clipse dessus, on a eu des résultats très probants, très rapidement, en très peu de temps. En l'espace de 24 heures, on avait déjà des prototypes qu'on avait validés au niveau de la CAO et au niveau de l'impression et des différents paramètres du cahier des charges, notamment l'étanchéité, notamment la matière choisie. Et derrière, en l'espace donc de 72 heures, puisqu'on on a été contacté le jeudi 19 mars et le dimanche soir, on était prêt à produire. Ce qui nous manquait, qui était le plus long finalement, ça a été finalement les autorisations, de pouvoir avoir toutes les autorisations sanitaires légales pour pouvoir se dire oui, on a pu développer déjà un concept, faire du rétro-engineering sur des objets existants, mais surtout avoir l'approbation des fabricants, des fournisseurs, pour se dire bah, on a le droit de vous faire une réplique en respectant des règles strictes sanitaires aussi de production. Et c'est important de le souligner. Je vais revenir, désolé, hein, c'est peut-être un petit peu décousu. Voilà, sur cette slide, bon, du coup, voilà, on m'avait pris un peu en photo, en flagrant délit. Euh, on parlait il y a quelques jours sur un autre live de F3DF que je suivais également et que je trouvais très très pertinent parce on a appris beaucoup de choses sur la démarche HSE et comme quoi beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises vont avoir une vision un peu différente en fonction du secteur dans lequel ils travaillent et des moyens mis en œuvre.
Là, concrètement, sur ce projet-là, on a été obligé déjà, le groupe de laboratoire nous a donné quelques directives pour dire, bah voilà, ok, on a validé. Maintenant, il va falloir faire un process qualité. Donc voilà, comme vous le voyez là, porter des gants. On va même porter des charlottes, on va porter des masques, bien sûr. Faut se laver tout le temps les mains. Dans la salle dans laquelle je suis, c'est en fait la salle de production de Cupule. C'est notre salle de réunion qu'on a aménagée spécialement pour produire que ça. Personne ne peut rester, ne peut venir, sauf les personnes qui sont autorisées. Là, je le suis. On est trois à être autorisés et la salle est régulée aussi en température. Donc c'est pas une salle blanche ni une salle grise, mais on s'approche, voilà, au moins d'un cadre de propreté assez pur. Tout est nettoyé et à chaque fin d'impression, on prend toutes les précautions. On change de gants, on remet du gel hydroalcoolique, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de lac, on fait attention à l'étalonnage. Et tout ça, c'est vrai qu'on a pu le valider peut-être parce que ces machines, en tout cas les dernières générations qu'on propose, on est très minutieux. Et là, on parle presque en microns, peut-être dizaines de microns en termes de tolérance qui sont demandés, ce qui est très fin. Ce qui pour du FDM d'ailleurs, même pour nous, c'est vraiment inédit. Enfin, on a été plongé d'ailleurs dans des contraintes et un projet auquel on n'a jamais eu recours. Mais c'est un beau défi. C'est un beau défi parce que on a réussi à le valider. Puis en même temps, il a fallu ça, oui, c'est bon. Il a fallu mettre en place des process qualité et vérifier à chaque fois ce que l'on faisait. Donc sur le projet des cupules, c'est aujourd'hui, bon, voilà, faut pas dire que c'est une fierté puisque on fait du mieux qu'on peut et on essaie de se rendre utile, mais on a réussi à mettre en place un process, une équipe, un roulement puisque ça fonctionne H24, on est même là les week-ends et que les machines voilà puissent produire des milliers et des milliers de ces pièces nécessaires au test. Est-ce qu'on m'entend toujours bien ou est-ce que c'était est-ce qu'on m'entend bien, pardon, hein, Alors, je fais peut-être ça pas coupe encore un attention. petit peu. Est-ce qu'on peut peut-être faire un retour pour les autres aussi? Est-ce que vous entendez, est-ce que Je vais vous le faire entendez par Oui, aussi téléphone. correctement? globalement, ça va. Donc, Enfin, pour moi, il y a bon, quelques petites coupures, mais ça gêne pas trop la discussion. Sinon, je peux Là, je passer par t'entends très bien. téléphone, il y a aucun souci, hein. ouais, est-ce que tu peux faire, Loïc, pour un peu plus de confort, on n'est pas dans l'urgence. Tu peux garder ta caméra, couper ton micro et appeler le numéro qui est indiqué sur Ok, le chat. ok, très bien, je fais ça de suite. Du coup, en attendant, bah, je vous invite aussi à avoir votre retour. Votre retour. Est-ce que vous êtes aussi confronté à la production de pièces? Est-ce que vous avez des demandes peut-être de personnes du corps médical? N'hésitez pas à le partager dans le chat le temps que Loïc nous rejoigne. Mhm. Je suis occupé un peu longtemps. Bon, est-ce qu'on m'entend là désormais? Oui, alors on t'entend alors légèrement un petit peu, un peu plus. Le son est un peu étouffé, mais je pense que ça coupera moins. D'accord, bon, je suis désolé, j'essaie de faire bien.
Non, pas de Euh, souci, on est tous dans des conditions, on s'adapte. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah, du coup, si ça peut être un peu plus agréable déjà à entendre. Euh, pour vous dire, voilà, nous, on est sur un projet, surtout un projet qui nous prend en fait énormément de temps et d'énergie. On a, on compte pas nos heures, on est là et on essaie de faire du mieux possible. C'est surtout qu'en fait, c'est une course au temps pour tous les projets qu'il y a, hein, que ce soit les masques, les visières, enfin, en tout cas ce qu'on voit le plus. Là maintenant, ce qu'il va y avoir de plus en plus, c'est aussi les respirateurs artificiels. Alors, est-ce que la 3D a moyen de pouvoir répondre facilement et quantitativement à ces besoins? C'est un peu les questions qui se posent aujourd'hui sur les différents groupes de travail que l'on peut voir sur Facebook notamment. Et c'est très intéressant. Moi-même, j'ai fait un petit tour et on a pu échanger avec certaines personnes à ces sujets-là. Que ce soit les visières, c'est déjà du concret. Déjà du concret parce que il n'y a pas vraiment de certification, quoi que ce soit à avoir. Faut juste se dire, voilà, on a une imprimante 3D, on sait qu'elle réagit bien. On va peut-être imprimer une matière qui soit d'assez bonne qualité, type le PET, et prendre des précautions. Voilà, quand je parlais un peu de la démarche HSE que nous on a mis en place, et qui est peut-être un peu plus strict que ce qu'il y aurait besoin pour des visières. Ce que nous on conseille, mais qui en fait est un conseil assez généralisé, même des médecins de l'encadrement de la médecine, c'est les makers, les personnes qui vont également produire chez eux, faut qu'ils puissent qu'ils puissent prendre des précautions. En- voilà, pour ma part, bah, je suis jeune, je pourrais très bien être porteur du virus sans le savoir. Et ce qui est grave, c'est que tous les jours, je suis en contact avec ces machines, avec les pièces qu'on produit. L'exemple des cupules, si je ne fais pas attention, si je n'ai pas de masque et qu'il y ait quoi que ce soit qui soit projeté là-dessus, faut savoir que là, les résultats qui vont être envoyés dans les différents laboratoires en France, je vais fausser les résultats. Donc, c'est des erreurs qu'on peut pas se permettre. Autant également pour les visières, quand il y a des personnes qui vont faire des productions, c'est très important et je tiens à le souligner parce que vous ayez un minimum de protection avec vous. Alors, si vous n'avez pas de gants ou pas de masque, lavez-vous bien les mains avant et après d'avoir intervenu sur l'imprimante. Quand vous retirez l'objet, vous le mettez dans un sac, vous n'y touchez plus. C'est bête à dire, mais vraiment, on est dans une situation où on se fait l'alcool à 60 degrés, tout à fait, où on est complètement dépassé par ce qui nous entoure. L'humain n'a pas ces habitudes-là et les Européens, on est un peu comme ça, on est très tactile. Par exemple, on se fait la bise, euh, on a l'habitude de tout toucher, de se toucher tout le temps. À comparaison, les pays asiatiques, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à endiguer assez rapidement le virus? Mine de rien, 80 000 personnes infectées, c'est pas beaucoup vis-à-vis de la graduation qu'on a nous ici en Europe et aux États-Unis, tout simplement parce que eux, ils ont l'habitude de plutôt se saluer. Ils ont l'habitude de porter des masques. Alors oui, bien sûr, dans d'autres circonstances, c'était plus pour la pollution, mais de porter des masques. Et en même temps, quand on leur dit de rester confinés chez eux, ils le font. Voilà, moi j'aimerais bien rester chez moi, mais bon, en même temps, quand je me dis bah je peux peut-être aider, comme certains d'entre vous, je pense, on le fait. Voilà. Donc pour revenir un peu au cas des visières qui sont en fait des projets très simples presque à faire, à mettre en œuvre et puis surtout même à produire en termes de quantité, ça va plus vite. Là, c'est une poignée d'heures, je crois, facile 1 ou 2 heures pour en produire un exemplaire. Il y a des communautés de plus de centaines de personnes au niveau départemental que l'on voit un peu partout en France se tisser et s'organiser pour pouvoir certains aller chercher des plaques de plexi, les autres aller s'approvisionner en matières premières. Je vous prends un exemple puisque ce matin on a eu une personne qui est venue qui fait partie d'un Fab Lab et qui est à l'origine d'organiser un groupe de travail sur le département du 06 pour pouvoir livrer les aides-soignants, les médecins, toutes les professions en tout cas qui sont dans l'urgence nécessaire à se protéger au quotidien.
Donc, aujourd'hui, votre parc machine est entièrement dédié à la création de ces cupules pour test ou vous avez aussi des productions, d'autres demandes ou d'autres projets pour le Covid? Alors, il y a encore quelques jours, on avait des machines enfin, on avait une partie qui était pour les cupules et une autre partie qui était pour tester un peu ce qui se fait sur Internet. On a été en contact, voilà, avec différents hôpitaux, la mairie, des clients, des partenaires qui nous ont dit, voilà, bah nous on a ça comme idée. On nous a fait remonter que certains médecins approuvaient ce type de matériel, que ce soit tel ou tel autre type de masque. Les masques, on envoie des références, c'est énorme. Je sais même pas d'ailleurs si on arrive à centraliser un peu tout ça. On avait mis voilà des imprimantes à tester, à approuver certaines méthodes. Nous malheureusement ici, alors c'est peut-être bête, mais on a au siège à Volumique, on produit des imprimantes, mais on va dire c'est un peu comme dans toute industrie, on ne les stocke pas ou peu. Puisque si on devait les stocker, bah mine de rien, c'est de l'argent qui dort et comme on dit de l'argent qui dort, bah voilà, on stocke et du coup on paye pour stocker, donc c'est pas forcément rentable et on n'a pas surtout vu les choses arriver aussi vite vis-à-vis de ces demandes et que l'impression 3D pouvait aider. Donc on a quelques imprimantes, ici on en a une dizaine qui fonctionnent H24 pour les productions diverses, dont ici 5 qui ont été désormais approuvées pour les cupules, puisque chacune de ces imprimantes, on la modifie, on la laisse pas juste, voilà, on lui dit on charge un filament, on vérifie que l'étalonnage est bon. Non, il y a aussi, faut la nettoyer complètement. C'est assez, voilà, c'est assez contraignant, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et on espère dans les jours à venir pouvoir en rajouter. Et d'ailleurs, même on espère reprendre progressivement notre production interne pour produire des machines, mais avant tout, c'est aussi à destination de nos clients. Puisque là, comme on le voit, on a des clients qui nous demandent des consommables, d'autres qui vont nous demander des machines et de savoir les disponibilités. Aujourd'hui, on est quasiment incapable d'y répondre, en tout cas, d'y répondre facilement pour les machines. Pour les consommables, on arrive à se faire réapprovisionner, donc c'est plutôt bon signe. Et quand voilà, il y a des groupes de makers qui nous appellent et qui nous disent, bah, on a besoin d'en avoir rapidement. Voilà, ce matin, c'est plus d'une centaine de kilos qu'on a livré pour un groupe de travail. Donc, et ils ont mis chacun un peu d'argent de côté pour pouvoir financer tout ça. Et c'est beau de voir il y a des gestes qui aussi forts et une solidarité entre les personnes. Je parle de la 3D parce que bon, c'est ce qui nous concerne le plus, mais outre ça, il y a des personnes, voilà, même ce matin, qui nous appellent, qui connaissent rien de la 3D, mais qui entendent beaucoup parler de ça et qui nous disent est-ce que je pourrais vous acheter une imprimante? Bon, moi déjà, je réponds, voilà, si vous êtes dans un environnement plutôt professionnel, industriel, oui, nos imprimantes correspondent bien. Sinon, essayez de voir pour trouver une petite imprimante ou sinon, aider de votre côté avec ce que vous pouvez, si vous faites de la couture ou si vous avez la possibilité d'acheter ou de faire des dons, d'acheter des plaques de plexi ou sinon de faire des dons, des filtres ou des choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui s'organise. Nous on le voit avec un certain œil et avec nos partenaires directs, voilà, F3DF, on a pu avoir sur Monaco des personnes qui, avec leur parc machine, font tous les jours des masques. C'est exactement d'ailleurs le modèle que je vous ai présenté ici. Donc celui-ci, il est pas fini, il y a une partie qui se clipse. Et on doit y mettre à l'intérieur une sorte de coton. Alors c'est pas du coton, c'est un filtre à hotte aspirante. On peut également utiliser les filtres d'aspirateur, ça marche plutôt bien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu le système D. Et les personnes avec qui on travaille du groupe Serballiance, le docteur Raymondi, Vincent Raymondi, c'est également ce qu'il cite, c'est-à-dire bah on est tellement dans une pénurie extrême, on ne sait pas quoi faire. Les circuits habituels d'approvisionnement sont coupés, paralysés en grande partie. On est obligé de faire appel à du système D. C'est ce qu'on met en place. On essaie de faire ça vite, pas trop non plus, parce que il faut que ce soit fait, faut que ce soit bien fait.
Alors du coup, je lisais effectivement l'intervention alors c'est le président des Fab Labs, j'ai plus l'intitulé exact, mais qui disait voilà, tout cet effort-là est très bien, mais il faut peut-être garder une partie de la matière pour des projets qui vont arriver. On s'attend à d'autres pénuries, à d'autres types de pièces. Est-ce que tu as des échos par rapport à ça? Et est-ce que finalement la pénurie de matière pourrait être aussi un problème côté fabrication impression 3D? Oui, oui, la réponse est oui. Nous, on a certains de nos fournisseurs matières premières qui ont déjà des difficultés. Alors, soit à produire, soit à acheminer. Nous, on le voit déjà, hein, quand on fait une expédition en ce moment de consommables, on sait quand ça part, les clients ne savent pas et nous non plus, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, faut pas être pessimiste hein, du tout, mais c'est de dire maintenant, oui, le côté système D, trouver des solutions chacun ensemble et presque dans les jours, semaines à venir, à venir à faire du rationnement, bah, c'est peut-être un des points qui va nous arriver, même dans l'impression 3D. L'exemple des consommables vis-à-vis des différents projets, voilà, j'en ai affiché quelques-uns, mais vis-à-vis de ces différents projets-là, on se rend bien compte qu'on va pas forcément utiliser la même matière. Après, il y en a qui vont se débiter plus facilement. L'exemple des masques ou des visières, on sait qu'il y a des matières qui marchent plutôt bien. Les standards, c'est du PLA, c'est du PETG. Et ça, oui, bon, pour l'instant, on a quand même un circuit qui est assez bien ficelé parce que peut-être chez Volumic, en tout cas, faudrait voir comment travaille, comment fonctionnent nos confrères. Mais nous, on travaille beaucoup avec des acteurs français, européens sur la fabrication de matières premières et l'approvisionnement. Donc, pour l'instant, nous ça ira. Nous ça ira. En tout cas, on fait tout, on met tout en œuvre pour pouvoir le livrer. Et sachez d'ailleurs, hein, c'est à peu près peut-être la moitié des commandes. Je dis peut-être une bêtise, mais on ne doit pas être très loin. La moitié des commandes aujourd'hui de clients qui sont pour passer, enfin pour des consommables destinés à produire des pièces pour répondre aux besoins sanitaires. Ok, très bien. Bah, effectivement, bah, on va suivre ça de près par rapport à l'approvisionnement de ces matériaux. Est-ce que peut-être tu as des recommandations côté du coup un peu plus technique sur la qualité des visières, par exemple? Est-ce que on peut baisser un petit peu la qualité pour augmenter la productivité? Est-ce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte? Alors, je sais qu'il y a des conseils qui sont donnés souvent avec les fichiers STL, mais c'est pas toujours le cas. Peut-être tu peux nous faire part Ouais. de votre expérience. Alors, bah, c'est étonnant parce que j'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de montrer ça. Là, c'est la ferme 3D, bon, ils ont fait ça bénévolement, développer une sorte de petit fascicule. Alors, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver. C'est valable pour la visière qu'ils ont développée, qui est une version modifiée de celle de Prusa. On a beaucoup échangé d'ailleurs avec Prusa à ce sujet, afin qu'ils nous disent comment on pourrait faire. Voilà, eux, ils avaient un modèle d'origine qui était très bien, qui d'ailleurs est très bien et c'est le plus répandu. Et nous, on voulait proposer en fait je dis nous, mais c'est la ferme 3D, une version clipsable. Au lieu de faire des trous, là, en fait, de ce que l'on voit, c'est à peu près sensiblement la même. On va glisser les feuilles de plexi à l'intérieur, et c'est des feuilles de 0,2 mm. Et ici, dans la version originale, celle de Prusa, les plaques de plexi, on va y faire donc des trous. Donc c'est celle qu'on retrouve le plus souvent sur Internet. La référence c'est RC2 Prusa. Vous pouvez aller sur le site de Prusa et la télécharger. Pour celle-ci qui se clipse, ce sera sur le site de la ferme 3D ou sinon sur le nôtre. On a fait un article à ce sujet. Et il y a un manuel. Voilà, il y a des recommandations faites. Euh, pour des imprimantes, que ce soit toute gamme confondue, nous, on va recommander, c'est autour de 250 à 300 microns de couche d'épaisseur. Le remplissage, ça nous est égal puisque on se rend bien compte que ici, il y a très peu de surface, c'est que du contour, hein, presque. Donc, mettez 20%, mais il n'y aura pas de différence notable. La buse employée, par défaut, du 0,4, si vous n'avez pas autre chose.
Sinon, passer plutôt à une buse 0,6, voire maximum 0,8 mm. Ce qui veut dire qu'on va gagner en temps d'impression, donc en productivité. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de personnes, même nous, hein, ici chez Volumic, on n'est pas habitué à faire de l'impression série. Généralement, c'est d'ailleurs plus nos clients et dans certains corps de métier, notamment l'automobile, où ils font vraiment de l'impression série. Et là, on se rend confronté, maker comme fabricant, comme partenaire, comme acteur de l'impression 3D, à faire de la production intensive, à faire quelque chose qui soit vraiment minutieux et presque réglé comme du papier à musique, parce que faut limiter les erreurs, limiter le gâchis aussi de pièces, de matières premières et de temps humain aussi. Hein. Faut quand même pouvoir un peu se reposer, donc optimiser le temps de travail sur les machines. Là, à ça, ce qui est recommandé pour les visières, c'est quand même le PETG, principalement le PETG. Derrière, on pourra utiliser du PLA, ça marchera très bien. Il y a des PLA qui sont un petit peu, qui acceptent un peu plus de souplesse que d'autres. Donc, faut pas hésiter à prendre plus ce type de PLA là. Et après, sinon, non, là, ça va être, il n'y a pas d'autres recommandations. Sur le logiciel de paramétrage, vous pouvez le mettre en remplissage interne. Par défaut, c'est mis en rectiligne. Vous pouvez le passer en concentrique. La buse, elle, fera des mouvements un peu plus smooth, un peu plus réguliers que si vous le mettiez en rectiligne, ça va faire des petits traits. Du coup, ça va augmenter un peu le temps d'impression. Voilà, bon, il y a pas de, c'est bien en plus, hein, vraiment les visières, parce qu'il n'y a pas de grand paramétrage à prévoir. Alors, Ok, si, merci pardon, pour ces précisions. oui, rajouter juste un élastique, soit un élastique standard, ou sinon, là, ils ont mis en téléchargement un élastique qu'on peut imprimer en flexible et pouvoir mettre derrière. Si tu avais peut-être d'autres Oui, questions, donc ouais, Florian. que tu évoquais effectivement on n'a pas l'habitude de faire tourner ces machines H24. Alors a priori elles sont prévues pour, mais j'imagine qu'il peut y avoir peut-être quelques recommandations de maintenance ou d'entretien. Est-ce qu'il faut quand même leur faire une petite pause? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut recommander pour éviter une panne pendant cette période-là? Oui. Alors, les basiques, comme sur toutes les imprimantes, buse, barrière thermique, plateau. Ayez au moins un jeu supplémentaire. Vous avez une buse, mine de rien, qui va être sollicitée quotidiennement, tout le temps, qui va s'user. Donc, voilà, surtout sur des matières après abrasives. Mais bon, là, on va rester sur des matières non abrasives. Donc, le débit va être bon. Mais par contre, vous allez l'utiliser tous les jours. Et le but, c'est de faire le moins de pause possible pour rester très productif. Donc là, la buse, c'est ce qui va souffrir en premier. La barrière thermique, c'est la petite pièce qui vient au-dessus, qui va également, c'est au moment où la matière se liquéfie dans le corps d'extrusion, qui va être sollicitée, du coup, qui va se détériorer, ça va ronger un peu la paroi ou alors déposer des petits amas de matière qui vont coaguler. Donc c'est à surveiller. Phénomène simple, hein, voilà, beaucoup doivent connaître, hein, bien sûr, mais on se rend bien compte qu'on a de la sous-extrusion, il manque de la matière à certains endroits. Là, c'est un premier signe pour dire qu'il faut changer la buse ou la barrière thermique ou les deux. Ça, rien qu'avec une buse en laiton, classique, standard, la durée de vie, elle sera variable en fonction des machines et les vitesses qu'on va donner, les températures, mais on va dire vous serez entre 1 à 2 mois. Voilà, pour de l'usage vraiment quotidien, en restant sur du PLA ou du PETG. Et la troisième chose, c'est le plateau. C'est le revêtement sur lequel on travaille, on imprime. Donc nous, on utilise d'ailleurs des plateaux vitrocéramiques, ce qui d'ailleurs est le plus courant. Hein. On a aussi des revêtements flexibles ou des revêtements métal, aluminium, les plus courants. Si c'est du vitrocéramique, il faut faire attention à pas trop écraser peut-être la première couche d'impression pour éviter que ça s'écaille, pour éviter que ça fendille le plateau prématurément. Mais sinon, voilà, au moins avoir un jeu par sécurité. Et après, dans la machine, il y a pas grand-chose à surveiller, si ce n'est la bobine en elle-même. Hein, une fois qu'elle est ouverte, faut l'utiliser, surtout quand c'est du PLA.
Le PLA a tendance à reprendre l'humidité très rapidement. C'est à peu près un mois en termes de durée de vie. Si on laisse ouvert à l'air libre, que la bobine, je la laisse comme ici sur le côté de la machine et que je ne la conserve pas dans un endroit sec, frais, à l'abri de la lumière et qui, dans l'idéal, il faudrait même mettre une pastille anti-humidité, éventuellement même, si on veut faire encore mieux, mettre dans un sachet refermable et chasser l'air. Bon, ça, c'est l'optimum. Sinon, voilà, une bobine va reprendre entre 70 à 80% de l'humidité en à peu près un mois. Donc bon, là, on est plus dans un besoin de productivité. On va dire vos bobines, généralement, en l'espace de 3-4 jours, elles vont déjà être terminées. Mais c'est quand même bon, peut-être à savoir pour des usages futurs. Le PETG, lui, reprend très peu l'humidité. Et c'est même une matière, on peut la laisser au soleil toute la journée. Pendant 6 mois, on la touche pas, on la laisse dans un placard, on la laisse sur la bobine, sur la machine. Ça va très peu bouger, donc on peut continuer à imprimer. Ok, mais merci pour ces précisions, Loïc. Du coup, bah, je vous invite à poser aussi vos questions sur le chat. Et je vois qu'il y a eu pas mal de retours aussi sur vos propres applications. Donc, alors peut-être que si on peut refaire, parce qu'il y avait pas mal de questions sur la partie précaution à prendre, est-ce qu'on pourrait revoir les recommandations bon, avant impression dans la machine peut-être et sur l'expédition, est-ce qu'il y a des conseils qui sont venus par l'ARS ou par les structures avec lesquelles tu as travaillé? Alors, moi, sur de l'ARS, bon, j'ai rien eu directement, ou peut-être pas moi directement, mais les précautions que nous on a et on va dire en travaillant du coup avec des laboratoires, c'est pointu. Donc là, au mieux, si on a des masques, des gants, des charlottes, c'est bête à dire, hein, mais faut se protéger. Bon, surtout quand là, bon, c'est surtout pour l'histoire des cupules pour éviter de mettre des cheveux. Il y a un avant, alors il y a avant la production, il y a après la production et au moment de l'expédition, et peut-être même au moment de la réception. Ce qu'on met en place avant et après la production, c'est les mêmes process, c'est-à-dire on nettoie les mains, tout ce qui va être en contact avec la machine, avec l'objet, avec la matière. Il y a aussi la matière, c'est-à-dire avant que vous preniez la matière, si elle est sous vide, encore emballée, là et que vous allez la déballer, pareil, faudra mettre dedans ou alors se désinfecter totalement les mains, utiliser éventuellement du gel hydroalcoolique. Donc ça c'est en amont. À la fin de l'impression, on va retirer les pièces. Donc on va devoir les conserver avant de les livrer. De la même manière, on va interagir avec l'imprimante, avec l'objet final. Si je veux le toucher, il ne faut pas, d'ailleurs, là, je vous parle, bon, celles-ci, on va pas les distribuer, mais je devrais même porter le masque parce que je parle et du coup, je postillonne, hein. Là, c'est tout de même de reprendre les mêmes préconisations d'auparavant et, ensuite de mettre ces visières-là ou tout autre objet qu'on produit dans des sacs et on n'y touche plus. Voilà. Voilà. Et au moment de l'expédition, la mise en carton. Alors nous, c'est ce qu'on fait, voilà, pour les laboratoires. On met déjà dans un sac en plastique. Quand on touche ces sacs, on porte quand même des gants. Et ensuite, on les met dans une boîte. On a des boîtes en carton spécifiques. On les met à l'intérieur et on met un petit message pour dire, voilà, faites attention je sais plus exactement ce que c'est, mais un petit message pour dire, voilà, il faut prendre toutes les précautions quand vous allez ouvrir, puisque les pièces en question, elles sont entre guillemets stérilisées. C'est faux, mais elles sont en tout cas assez propres. Donc voilà, faudrait pas qu'au moment de la livraison ou de l'expédition, ça se contamine. Alors, du coup, j'imagine que sur les visières, pour le coup, le service hospitalier a aussi la possibilité de refaire un passage de nettoyage ou de stérilisation. Justement, Oui. peut-être par rapport à ça, alors sur d'autres projets, la stérilisation peut être aussi un point compliqué dans la mesure où on utilise des matériaux, des thermoplastiques, et que la stérilisation est parfois à chaud ou avec des produits, avec des produits qui peuvent rentrer en contact avec la matière.
Là, pour le coup, est-ce qu'il y a des informations par rapport à ça ou pas pour le moment? Alors que j'ai eu que l'on a eu chez Volumi, quand pour les hôpitaux, il y a des stérilisations qui se font à chaud, c'est autour de 50 ou 60 degrés. C'est une sorte de cycle. Par contre, là, le PLA, faut l'oublier. Donc, de manière générale, si on doit distribuer des visières, faudrait presque faire des lots et marquer la provenance, si on veut être vraiment peut-être minutieux, il faudrait même marquer quels moyens ont été mis en œuvre pour pouvoir vous protéger et protéger ce que vous produisez, et en même temps la matière utilisée. Parce que s'il s'agit du PETG, au niveau de la stérilisation que va peut-être faire les hôpitaux, et dans beaucoup de cas, depuis ces derniers jours, on voit qu'ils commencent à mettre à rendre concret ce besoin, puisque beaucoup de personnes n'ont pas forcément des gants, des masques, n'ont pas forcément du gel hydroalcoolique. Voilà, enfin, on sait très bien du riz qu'il y a aussi à ce niveau-là. Donc, eux peuvent le faire, mais actuellement, ils pourraient le faire que sur du PETG. Le PETG, c'est une matière qui est assez noble sur les gammes de matières que l'on connaît bien en FDM. C'est assez noble. Donc, mine de rien, ça réagira bien. Par contre, le PLA, malheureusement, on ne pourra certainement pas. Surtout en plus, si je mets de l'eau dessus, ça risque de se détériorer dans le temps. Voilà, c'est aussi pour ces raisons-là qu'on privilégie le PETG. C'est une matière qui est facile à imprimer. C'est peut-être pas, oui, toutes les machines qui peuvent le faire, mais une très large gamme en tout cas. Ok, mais merci. Effectivement, ça, je pense que c'est un point important dans la mesure où on ne peut pas forcément tout respecter. Je pense que c'est important d'écrire ce qui a été fait de manière à faciliter après, même s'il s'agit de dons gracieux, pour que ça facilite, je pense, le travail des services qui reçoivent ces visières ou les produits qui circulent. Du coup, bon, ce classement va bientôt toucher à sa fin. Du coup, je te remercie, Loïc, par rapport à ce retour d'expérience, d'avoir été réactif, par rapport à ça. Il y a encore quelques questions qui apparaissent, donc on pourra peut-être rester encore en ligne quelques instants. Nous continuons donc ces lives la semaine prochaine. On a un petit peu modifié les programmes de manière à parler davantage de ce qui se passe dans la lutte dans le Covid. On traitera toujours les sujets liés à la conception, liés aux recommandations d'impression, liés aux technologies, mais on essaiera au maximum de se tenir informé de ce que font aujourd'hui les industriels et les acteurs. Donc, on recevra des gens de chez HP, on recevra aussi nos intervenants F3DF qui nous parleront des recommandations côté des fichiers qu'on peut trouver, un peu comme l'a fait Loïc aujourd'hui. On rentrera davantage dans le détail pour vous aider à préparer aussi vos fichiers. Et on vous parlera de fichiers, de gestion de projet côté, voilà, comment en 72 heures on peut gérer un projet de CAO et de prototype, passer par quelle étape. Donc tout ça, on le traitera ensemble. Et bien sûr, vos retours experts seront les bienvenus. Du coup, dernière petite question, je vois, est-ce qu'on peut utiliser des feuilles transparentes de rétroprojecteur? Oui, sans problème. C'est d'ailleurs ce matin, on a eu la mairie de Nice qui est passée nous voir à ce sujet-là, nous ont emmené des feuilles transparentes de rétroprojecteurs. Ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est que l'épaisseur, alors je sais pas s'il y a plusieurs versions, eux, ce qu'ils avaient, c'est du 100 microns d'épaisseur, donc un dixième. C'est très très fin, c'est très souple. Donc ça conviendra pas à toutes les versions de visière. Vérifiez bien avant l'épaisseur que vous avez sur ces feuilles-là, si c'est du 0,2 ou du 0,5 ou peut-être du 1 mm. Chose que je n'ai pas dite et je l'ai oublié, pardonnez-moi, c'est ne dépassez pas les 1 mm, puisque après ça sera trop rigide et vous n'allez pas avoir le beau rayon de courbure comme vous voyez un peu là sur les différentes images. On a vraiment essayé en tout cas de faire quelque chose qui puisse réellement protéger, en tout cas mieux qu'un simple masque et voilà. Donc c'est essayer de rester sur du 0,2 ou du 0,5 mm.
Et alors, par contre, désolé, je ne l'ai pas dit non plus, en termes de différents types de visières, de protection de plexi, on a soit le plexiglas, soit des polycarbonates, soit voilà, comme ça a été cité, soit des porte-documents, porte-revues, ça peut fonctionner. Voilà, c'est assez large mine de rien et on a encore beaucoup de disponibilité pour en trouver sur internet, en commander. Peut-être ce qui va être le plus long, c'est de se faire livrer. Je sais pas. Eh bien, merci pour ces dernières recommandations, Loïc. Merci à Volumi pour son engagement et son retour d'expérience à chaud, parce que ce qui n'est pas forcément un exercice facile. Et peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain live dans la mesure où, a priori, le confinement n'est pas terminé. On aura l'occasion, dans la quotidienne de 14 heures, d'inviter d'autres intervenants et peut-être vous inviter à parler d'autres sujets. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ce live sera rediffusé sur YouTube. Donc là, les classrooms précédents sont ajoutés au fur et à mesure, donc vous pouvez les retrouver. Et on se retrouve à partir de lundi. Le programme complet des classrooms sera partagé sur les réseaux sociaux et vous le recevrez sur la plateforme F3DF-Learning pour les étudiants qui sont en train d'apprendre en ce moment en ligne. Merci encore Loïc et bon courage pour tout ce que vous avez à faire. Allez, on travaille. Merci, au revoir. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.